Je vous souhaite bienvenue à notre webinaire Introduction au module ZOMAS AIFI, manifestation post-vaccinale indésirable. Je m'appelle Candice Lowe et je suis business analyst à la Fondation ZOMAS. Je serai la modératrice de la session d'aujourd'hui. Notre présentateur aujourd'hui, c'est le Dr. Christophe Garot, chef de projet senior à la Fondation ZOMAS. Sur ce, je voudrais passer la parole à Dr. Christophe. Merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation. Il s'agit d'un nouveau module dans SORMAS, une nouvelle caractéristique qui étend sa fonctionnalité. Et je vais vous présenter ça en deux parties. D'une part, de quoi on parle quand on parle de mapping, d'effets secondaires liés à la vaccination, et ensuite pourquoi ça a été rajouté à SORMAS, ce qui n'est pas évident à première vue, puisque SORMAS est un logiciel plutôt consacré à la gestion des épidémies et non pas aux vigilances. Je tiens à remercier un certain nombre de personnes qui ont participé à ce projet, en particulier la GIZ, qui a cofinancé le projet avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, WFP, qui a non seulement financé, mais aussi donné un soutien assez important en termes de conseils, de contacts sur le terrain. C'est une idée qui vient du CDC nigérien, NCDC, qui a été mis sur la table il y a à peu près un an maintenant. Et le concept lui-même, le projet a été rédigé par notre directrice, une de nos deux directeurs, le docteur Pilar Hernandez. Je voudrais aussi remercier l'équipe qui a créé le module, et il s'agit particulièrement de Bobina, Zohaib sur le côté informatique, Yann, notre autre directeur, qui nous a mis sur les voies, sur la voie, et à mon ami Chinedu, qui a été d'un soutien sans faille tout au long de ce projet. Donc c'est complètement nouveau, on vient juste de finir le développement, on l'a testé en interne, on est très conscient du fait qu'il y a des améliorations. Un exemple, c'est qu'on n'a pas eu le temps de le traduire en français, il a été développé en anglais, il est toujours en anglais. Il faut le tester. On est très ouvert à toute proposition, bien entendu, de pays qui souhaiteraient ou d'organisations qui souhaiteraient essayer ça. Et on accompagnera les gens dans ce pilote. Donc, en deux parties, je vous disais, d'une part, un bref récapitulatif sur les MAPI, pour qu'on soit sur la même ligne, qu'on emploie le même vocabulaire, et ensuite une deuxième partie, pourquoi dans SORMAS, avant de passer à la démonstration du nouveau module lui-même. Donc, MAPI, on a une définition internationale qui vient de l'OMS, elle peut être ajustée selon les pays, selon les agences. C'est défini comme toute manifestation indésirable qui suit une vaccination avec ou sans lien de causalité. Ça sera déterminé, la causalité, si c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, par la suite de l'investigation. Donc ça peut être une manifestation défavorable. Bien entendu, elle n'est pas volontaire. Le but du vaccin, ce n'est pas de créer des effets secondaires. Ça peut être un résultat de laboratoire, un symptôme, comme une fièvre ou une douleur au point d'injection. Ça peut être également une maladie.
Et cet ensemble de MAPI, quand on en parle, quand on commence à explorer ça, la question du délai d'apparition est assez fondamentale. Ça va varier selon le type de vaccin. Par exemple, les vaccins vivants, comme celui contre la fièvre jaune ou la rougeole, sont plus susceptibles de donner longtemps après la vaccination des manifestations, par opposé à les nouveaux vaccins conjugués, par exemple. Le vaccin lui-même, le vaccin contre la tuberculose, va donner des manifestations bien longtemps après, si on le compare avec un vaccin contre la méningite, par exemple. Et évidemment, l'événement indésirable lui-même sera pris en compte selon sa nature. Un exemple qui me vient en tête, c'est celui du choc anaphylactique, qui est un événement grave, qui survient dans les minutes qui suivent l'injection, mais qui ne sera pas pris en compte s'il arrive plus tard, mettons une semaine ou 2 semaines après. Quant au vaccin vivant dont je vous parlais, comme la vaccination contre la fièvre jaune, on va prendre en considération des événements éventuellement qui surviennent jusqu'à 6-7 semaines après vaccination. Alors, il faut bien considérer qu'on a deux types de catégories qui sont différentes. La première, ce sont des coïncidences, ce sont les événements intercurrents. La deuxième, ce sont des réactions qui sont liées directement à la vaccination ou au vaccin. Et un lien de causalité peut être mis en évidence à ce moment-là, dans ce cas. Si on considère qu'on vaccine beaucoup de gens et que ce soit sur un programme élargi de vaccination ou que ce soit en réaction à une épidémie, si on prend l'exemple du Covid, par exemple, on a vacciné des millions de gens. Si on considère que ces millions de gens sans vaccination, si on regarde les événements de santé qui arrivent dans un groupe de population ou un groupe de gens importants, il se passe des choses. Il se passe des choses qui n'atteignent pas forcément les systèmes de surveillance, des fièvres passagères, des douleurs, n'importe quel événement, jusqu'à des maladies, avec ou sans vaccination. Donc sur un grand groupe de personnes qui sont vaccinées, on va forcément avoir des événements intercurrents. Et la difficulté, ça va être de lier ou d'écarter la vaccination et l'événement lui-même. On va définir 5 groupes différents pour classer les MAPI, qui vont être des réactions directement liées au produit vaccinal. Le vaccin a un effet sur le corps. Son but premier, c'est de créer une réponse immunitaire. Cette réponse immunitaire peut être amplifiée chez certaines personnes, peut être absente chez d'autres d'ailleurs. Là, on a des réactions qui sont liées au produit lui-même. On peut avoir, dans un second groupe, on va classer des réactions qui sont toujours liées au produit, mais qui sont liées au produit parce que le produit a un défaut de manufacture, un défaut éventuellement même sur le moyen d'injection, par exemple ces seringues autobloquantes qui sont fournies par le producteur. Ensuite, en troisième catégorie, on a les réactions qui sont liées à une erreur de programmation, liée à la vaccination elle-même, mais non pas le produit, mais la façon dont le vaccin est administré aux gens. C'est-à-dire, ça peut être une erreur de dosage, ça peut être une erreur de vaccination, de type de vaccin, on peut se tromper de vaccin, on peut se tromper de diluant, on peut avoir un problème sur la chaîne du froid, on peut avoir des problèmes lors des transports, etc. Ça, c'est pour la troisième catégorie. Et la quatrième, ça va être tout ce qui est lié à l'anxiété autour des vaccinations. Et c'est une catégorie qui est importante, qui peut être plus ou moins visible selon les sites de vaccination. Peut-être
Ça arrive plus facilement si on vaccine des enfants dans une école, il n'y a pas les parents, il y a un phénomène de groupe qui se... Là, on va avoir une série de réactions qui sont purement liées à l'aspect psychologique de la vaccination. Et enfin, le dernier groupe, ce sont ces événements intercurrents. C'est créé par autre chose que le vaccin. Ça serait arrivé même sans vaccination. Une autre façon de classer les MAPI, ça, selon la gravité de l'effet. On va des effets mineurs aux effets graves. Évidemment, c'est une catégorisation alors qu'on a tout un spectre qui est continu d'effets. Et par définition, les effets graves sont ceux qui soit entraînent la mort ou sont potentiellement mortels, soit entraînent une incapacité ou un handicap durable, une anomalie, une malformation congénitale, ou entraînent ou prolongent peut-être une hospitalisation. Le choc anaphylactique, par exemple, en fait partie. Quelque chose qui est une réaction allergique extrêmement grave qui potentiellement entraîne un arrêt cardiaque, qui est très rare du reste. Et enfin, on peut avoir, ça dépend des pays, ça dépend des systèmes et des agences de régulation, on peut avoir entre les deux les effets sévères. La sévérité, là, est liée à l'intensité de l'effet et pas du tout à sa signification médicale. Ça peut être une douleur plus importante qu'à l'accoutumée, ça peut être une fièvre qui se prolonge, ça peut être chez les enfants des pleurs qui se prolongent également. On va classer aussi par fréquence ces MAPI. Ça va varier de très courante à très rare, comme le choc anaphylactique dont je vous parlais, ou les encéphalopathies liées à une vaccination contre la rougeole, par exemple, qui arrivent moins d'une fois sur 1 million, ou en très courante, comme par exemple les fièvres, où on s'accorde à dire qu'environ 10% des vaccinations provoquent des fièvres, notamment chez les enfants. La fréquence dépend beaucoup de l'état immunitaire et de l'âge. Alors là, je vous ai mis un exemple sur une vaccination anticoquelucheuse contre la coqueluche qui, à partir du vaccin qui combine plusieurs valences, diphtérie, tétanos, coqueluche. Et pour vous donner un exemple, une encéphalopathie, on la prendra en considération si elle arrive 2 jours après dans les 2 jours, 3 jours qui suivent la vaccination, pour une fréquence de l'ordre de un peu moins de 1 cas pour 1 million de doses, donc quelque chose d'extrêmement rare. Des pleurs persistants, c'est-à-dire un enfant qui va pleurer pendant plus de 3 heures d'affilée. C'est relativement fréquent, mais ça reste, vous voyez, autour de 5000 par million. Je vais vous parler du choc anaphylactique, des encéphalopathies. Il y en a d'autres d'effets de réactions graves, mais ça reste extrêmement rare. Ce qui veut dire en termes d'analyse que si on ne les regroupe pas à l'échelle d'un programme local, régional, voire national, on a très peu de chances de détecter un effet grave. Il faut mettre ça à une échelle supérieure, c'est-à-dire internationale, et depuis plusieurs années, l'OMS surveille les effets secondaires des médicaments dans une base de données spécialisée. Toutes ces informations sont regroupées et désormais Vigiflow comprend, qui est le nom de la base de données, comprend aussi une partie liée aux effets secondaires post-vaccinaux. Ça, c'est le seul moyen, avec ce type de surveillance, c'est la seule possibilité que l'on ait de détecter des événements rares.
Évidemment, c'est une base de données et évidemment, il faut que les choses soient standardisées pour que cela soit exploitable. Le processus lui-même, il est relativement simple. Simple, ça ne veut pas dire facile, bien entendu, mais il est très formalisé. Il ressemble beaucoup à tous les processus que l'on suit en matière de surveillance. L'information, elle est dans la communauté et c'est un peu la difficulté qu'on a à ce niveau-là parce qu'on a affaire, j'y reviendrai tout à l'heure, on a affaire des systèmes d'information passifs. Si les gens ne viennent pas vers le système pour déclarer l'événement, l'événement ne peut pas être analysé et ne remonte jamais à la surface. Donc on a cette première partie de détection qui va aboutir, une fois que le signal est pris en compte par le système, quel que soit le système, à une validation notification qui déclenche une enquête, une investigation du type habituel pour essayer d'établir une raison derrière l'événement, une analyse pour la causalité, ou pour écarter la causalité plutôt, et éventuellement une réponse, si on trouve la cause. La réponse, j'aimerais qu'on considère que l'on en a deux possibles. Soit c'est un problème sur le vaccin lié au produit lui-même, soit c'est un problème de programmation, problème de transport, c'est un problème éventuellement parce que le personnel fait des erreurs d'injection. Ça permet de réagir assez rapidement si on le détecte correctement. Quand il s'agit d'un problème lié au vaccin lui-même, au produit qui est dans le vaccin, une réaction de type syndrome de Kawasaki, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on a besoin, parce que c'est extrêmement rare, et là, on a vraiment besoin d'avoir des données dans une base de données correctement gérée à un niveau très central et international. Ensuite, comme d'habitude, une diffusion, comme d'habitude en matière de processus de surveillance, diffusion de l'information tout au long de la chaîne, retour d'information et rapport aux médias, aux décideurs, à la communauté. Donc il s'agit d'une surveillance passive. C'est ce que je vous disais il y a un instant. Les gens vont être vaccinés, ils rentrent chez eux, ils vont avoir des manifestations. Si ça survient quelques jours après, c'est pas évident que quelqu'un fasse le lien. Si c'est inhabituel, encore moins, et d'autant moins si votre programme de vaccination fait soit des stratégies avancées, soit des outreach. Et à ce moment-là, les gens on fait ça parce que les gens n'ont pas accès au système de santé, on va les vacciner sur un point précis, pas trop loin de chez eux, et l'équipe médicale s'en va. À ce moment-là, les gens n'ont pas la possibilité forcément d'aller déclarer un effet secondaire s'ils font le lien avec le vaccin. Donc, détecter les signaux, ça peut être compliqué selon les endroits. Alors, évidemment, entre un pays doté de peu de ressources et un pays à haut revenu, comme aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, l'accès au système est différent. Et Sorma s'est plutôt déployé dans des pays qui ont un système de santé plus fragile et surtout où le système de santé est le seul moyen pour les gens de transmettre une information. Donc cette détection, elle peut être difficile. Ensuite, les données, comme je vous disais, elles sont fragiles par construction, en quelque sorte. L'analyse de la causalité, elle est sujette à des biais, parce que vous avez, par exemple, uniquement de l'information sur des gens qui présentent un effet secondaire. Que ce soit une coïncidence ou pas, vous n'avez pas de témoins pour comparer. Par ce système, il n'y a pas
population non vaccinée sur laquelle vous allez mesurer le nombre d'événements similaires pour pouvoir dire dans cette population non vaccinée, il y a tant de cas de tel événement et dans la population vaccinée, il y en a, mettons, 17 fois plus. Ou le même nombre, et puis à ce moment-là, vous vous dites c'est une coïncidence. Les avantages, par contre, c'est que c'est relativement simple parce que ça utilise des systèmes qui existent et peu coûteux. Bien que ce soit coûteux, c'est moins coûteux qu'une approche qui serait plus prospective. Et on a, si le système est bien conçu, on a une possibilité de réponse rapide sur des problèmes de programmation, sur la chaîne du froid, sur la formation des personnels, par exemple. Pour revenir un peu à SORMAS, qu'est-ce qu'on a introduit dans ce module que je vais vous détailler un peu plus tard? C'est l'ensemble de ces informations. Une partie est déjà dans la base de données parce que vous avez déjà entré un cas et éventuellement vacciner les contacts. Donc, il y a une partie de l'information qui est, elle n'est bien entendu pas suffisante. Et on va rajouter à travers ce nouveau module de l'information sur le patient avant la vaccination, de l'information sur l'examen du patient, l'ensemble des données utiles pour l'investigation sur le vaccin et les pratiques de vaccination, sur la logistique, et si besoin, une enquête dans la communauté où on va aller vérifier que le même type d'événement survienne ou pas chez des gens qui ont été vaccinés ou pas. On a un ensemble de champs libres pour ajouter de l'information si nécessaire. Et enfin, vous le verrez, on a une partie sur l'investigation elle-même. Ça a des fins de suivi, d'évaluation. Alors, pourquoi on surveille ces manifestations indésirables? C'est assez évident, vous allez me dire, c'est une mesure de santé publique, il faut, comme toutes les autres interventions de santé publique, elles sont suivies pour des raisons de sécurité avant tout, parce que le décideur en santé publique, il veut pas être détrimental pour ces populations, des raisons d'allocation de ressources et ou d'efficacité, de coût efficacité, tout ça c'est assez évident. Mais si on veut considérer et rentrer un peu plus loin, avoir ça, ça augmente les chances de détecter rapidement un signal de sécurité. C'est le but des vigilances, d'évaluer, d'approcher le taux de réaction au vaccin. Encore une fois, c'est très biaisé si on n'aura pas des proportions, des pourcentages de réaction au vaccin. On peut détecter évidemment des réactions inconnues ou inattendues. Cela est d'autant plus vrai que on a de plus en plus de nouveaux vaccins, on produit les vaccins de plus en plus vite. Il est très peu probable, par exemple, qu'on détecte une réaction nouvelle sur un vaccin contre la rage ou contre la fièvre jaune, qui sont de vieux vaccins. Par contre, sur des nouveaux vaccins et sur les vaccins qui vont être produits pour répondre aux futures émergences, c'est important de considérer ça. Ça, c'est un aspect de la situation. L'autre aspect, c'est l'aspect communautaire. Et si on se souvient de l'épidémie d'Ebola, si on reprend l'exemple de la pandémie de Covid, il y a une résistance à la vaccination auquel ce type d'intervention, si on fait savoir à la population qu'on surveille et on surveille attentivement la sécurité, ça améliore la confiance de la population.
C'était très vrai pendant Ebola, ça l'est toujours, hein, puisque Ebola continue en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, Ebola, il y a des tas de gens qui n'accédaient plus au système de santé parce qu'ils avaient peur d'attraper une maladie toute nouvelle pour eux et à forte mortalité. L'ensemble des événements intercurrents, s'ils sont classés comme événements intercurrents, c'est quelque chose qui contribue aussi à améliorer la confiance de la population. Donc, pour revenir à SORMAS, les ressources dans les pays où SORMAS est utilisé, mais à peu près partout, les ressources en termes de santé, les ressources humaines, les infrastructures, les établissements de santé sont limités. Ce qui est important de considérer, je crois, c'est que dans un pays comme les USA, où il y a 4 systèmes de vigilance, de vaccinovigilance qui sont établis en parallèle, les gens ont accès facilement à la possibilité de déclarer un effet secondaire. Si vous n'êtes pas content d'un système, de telle hotline, vous allez chez votre médecin et il fera la déclaration pour vous. Donc ça multiplie encore les possibilités de déclaration et les possibilités de surveillance. C'est pas le cas. C'est pas le cas, par exemple, dans un pays en Afrique où la seule possibilité qu'ont les gens, s'ils ne sont pas en capitale ou dans une des grandes villes, c'est d'accéder à un système de vigilance à travers le système de santé. Et là, on a un obstacle supplémentaire, c'est que l'infirmier qui a vacciné les gens, il y a plusieurs enquêtes qui ont montré ça, il est peu enclin à signaler quelque chose parce qu'il a peur qu'on lui reproche un défaut dans sa pratique. Donc les ressources sont limitées, l'accès des gens à un système d'information est limité, le point d'entrée dans le système d'information lui-même va encore aggraver ce goulot d'étranglement, et on n'aura pas de données, ou peu de données. D'une manière générale, les sources de données de santé sont limitées partout, c'est partout le cas. Parce que la source de données, c'est là où on délivre les soins. Délivrer les soins, en général, c'est la priorité des gens qui délivrent les soins. Tout système de surveillance, ça vient dans cette grande philosophie de la santé publique et c'est pas l'approche habituelle, c'est pas dans les réflexes des gens qui délivrent les soins qui, eux, sont dans de la relation individuelle plutôt que sur des considérations populationnelles. Donc c'est quelque chose qui sera fait, mais pas forcément priorisé très haut sur l'échelle de priorité. Ces prestataires de soins, ils sont en nombre limité. Ils vont produire des données et ces données, elles sont exploitées par différentes agences, pharmacovigilance, de santé publique, de surveillance habituelle. C'est le même set de données qui est utilisé. Par exemple, la couverture vaccinale, c'est utilisé pour surveiller un programme élargi de vaccination, par exemple. On va dire on a une couverture vaccinale de 80%, il faut qu'on arrive à 98% pour limiter l'extension de cette maladie. Donc c'est du point de vue programmatique, ça va être utilisé par les gens qui gèrent les programmes de vaccination. Mais ça peut très bien être utilisé, la même donnée, la couverture vaccinale, va être utilisée aussi par des gens qui sont intéressés pour mesurer le statut, l'état de santé de la population, sa vulnérabilité en fait. Savoir que vous avez qu'une couverture vaccinale de 20%, par exemple, sur de la rougeole, ça vous donne une idée de la vulnérabilité de telle communauté vis-à-vis de la rougeole. Ça, c'est le même, l'information vient de la même source et elle sera utilisée dans ce cas par deux agences complètement, ou deux décideurs complètement différents. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il faut optimiser en fait. Et il y a
toujours la possibilité d'optimiser. Mais donc, un autre aspect à considérer, c'est que, on a parlé de la détection et de la collecte des données, l'enquête épidémiologique elle-même, enfin, du moins de vaccinovigilance, elle est assez simple. Encore une fois, elle n'est pas facile, mais assez simple. Elle est très procédurée. Les méthodes sont partout les mêmes. Elle est assez facile à numériser, en fait. Si on regarde les rapports du Global Advisory Committee sur la vaccine safety, je ne sais pas le traduire en français, je m'excuse. Il y a eu plusieurs études, y compris prospectives, pour évaluer vraiment les effets secondaires de certains vaccins. Je pense en particulier à quelque chose qui a été fait de façon concomitante en Inde et au Zimbabwe, pour pouvoir comparer. C'est très clair que un des gros problèmes, c'est la qualité du rapportage, c'est la qualité du rapport de cas. Parce qu'on est actuellement, depuis 4 ans, 5 ans, sur des rapports qui sont basés sur les cas, alors que précédemment, les pays rapportaient un nombre d'événements indésirables plutôt que des événements individuels. Donc, c'est en train de basculer. Rapporté au cas par cas, clairement, ça pointe sur SORMAS. Et j'en viens quasiment à ma conclusion, c'est que bon nombre des maladies que l'on gère, des maladies contagieuses dont on essaye de gérer les épidémies, on va utiliser la vaccination comme un des moyens de contrôle. C'est vrai partout. On prend l'exemple de la rougeole. La rougeole, quand on a la possibilité de détecter, d'intervenir rapidement un cas, on va pouvoir vacciner en anneau autour de ce cas. Et si c'est fait dans les 72 heures après l'apparition de la maladie, on a une chance qui est une maladie particulièrement contagieuse, peut-être la plus contagieuse que l'on connaisse. On va limiter la diffusion et éviter l'apparition de la maladie assez fréquemment chez des gens qui ont été contaminés, ou du moins limiter l'intensité de la maladie. Donc, vacciner, c'est une mesure de contrôle. En dehors du fait que vacciner, c'est une des mesures de santé publique, une des meilleures mesures de santé publique, la plus coûte efficace que l'on connaisse et celle qui a le moins d'effets secondaires. Mais ça, je parle là des programmes de routine, mais nous, on se place dans la perspective de réponse à un cluster, une épidémie. Donc, un cluster épidémie, on gère, parce qu'on est bien outillé, on gère ça avec SORMAS. Vous avez le personnel qui délivre les soins qui est connecté, en même temps que le personnel impliqué dans la surveillance, en même temps que le laboratoire, en même temps que les gens qui font le contact tracing, par exemple, le suivi des contacts. Dans SORMAS, il y a ce module de vaccination. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en ajoutant le module MAPI, on est beaucoup plus cohérent et on a la possibilité que les gens sur le terrain, ceux qui doivent à la fois, surtout dans les endroits où les ressources humaines sont formées, sont rares, on va avoir des gens qui seront sur tous les fronts à la fois, sur celui du soin, sur celui de la surveillance. Ils vont peut-être avoir à faire aussi de la recherche de contacts. Ces gens-là, en leur donnant un seul outil dans lequel ils vont avoir juste à rentrer à partir des informations qui sont déjà présentes dans la base de données, ils vont juste compléter ce qu'il faut. L'information, après, elle remonte plus haut
aux preneurs de décision, aux décideurs, et elle est partagée après avec les agences qui s'occupent de la sécurité des produits. Donc ça a du sens, ça avait du sens pour nous de mettre ce module pour compléter le module vaccination de SORMAS. Donc en conclusion, on optimise en utilisant un seul outil pour la gestion à la fois de l'épidémie et en enregistrant les effets indésirables associés à la vaccination. On va optimiser les choses. Le personnel sur le terrain n'aura pas à rentrer dans 2 ou 3 ou plus parfois systèmes différents, la même information quasiment. Le décideur un peu plus haut dans la hiérarchie, il a des chiffres pour prendre ses décisions. Il a aussi, supposons que on réponde à une épidémie de monkeypox, on a un vaccin et il y a un cluster d'effets indésirables qui va révéler finalement un problème de transport, une rupture de la chaîne de froid quelque part. L'information, elle va circuler beaucoup plus vite si on utilise un seul outil, et si cet outil connecte en quasi temps réel les différents intervenants. Donc, on va améliorer la sécurité et l'efficacité du programme en pouvant le corriger tout de suite. De la même façon, assurance qualité et garantie. Et tout ça, c'est un effet favorable sur les situations que je décrivais un peu plus tôt. Ça permet d'améliorer ou de maintenir la confiance du public, de la population. Voilà un peu ce que je voulais souligner avant de vous montrer sur lequel on va passer à présent. Alors, je suis directement dans le logiciel. Candice, vous pouvez confirmer que on voit le... Oui. Merci. C'était pour vérifier aussi que personne ne s'endorme après cet exposé. Donc, je rentre dans le logiciel, la façon habituelle, je ne vous le refais pas là. Et comme d'habitude, on arrive sur le tableau de bord. Si on regarde le ruban bleu sur la gauche, notre menu, on va s'apercevoir de ça, ce nouvel intitulé dans le menu, ce sont les MAPI. Je m'excuse encore une fois, on n'a pas eu le temps de le traduire en français. Le MAPI, il est juste en dessous de immunisation, de vaccination. Donc moi, je suis en train, mon rôle, c'est que je dirige l'équipe de surveillance et il est venu à notre connaissance, c'est le scénario, ce sont des données entièrement fictives. Ce que je vous montre là, c'est sur notre plateforme de développement. Ce n'est pas encore dans la démo. Le module il sera mis à disposition avec la prochaine version de SORMAS. Pour l'instant, c'est une version de démo et ce sont des données purement fictives. Donc j'ai imaginé le scénario suivant où on nous a déclaré, je suis quelque part dans un pays, à un échelon de gestion de surveillance. On nous a déclaré un cas de Mpox que j'ai rentré déjà dans la base. C'est Monsieur Léon Corbach, il a eu ces manifestations. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est pas le but. Il se trouve qu'il est en contact, et l'enquête nous a déjà montré qu'il y a un certain nombre de contacts. Et c'est
ce que nous a révélé l'enquête jusqu'à présent, c'est que c'est un couturier, il a des employés, il a des clients, lui développe sa maladie et notre enquête habituelle montre un certain nombre de choses, dont ces contacts qu'on va surveiller et qu'on va essayer de vacciner. Donc, je viens prendre un contact. L'enquête montre que le contact est confirmé. Je l'ai lié à un événement du reste et je veux le vacciner. Donc à partir du contact, comme à partir des cas, je vais sur le côté, sur le bouton, sur la droite de l'écran, sur le bouton Nouvelle immunisation. Donc moyen de vaccination. C'est une des faiblesses de nos traductions. Au fait, c'est que ici, moyen de vaccination, ça fait plutôt référence à l'acquisition de l'immunité qui peut être à travers une vaccination, à travers une immunité naturelle liée à une maladie. Ça, c'est juste en passant. Donc, je vaccine. Je vais simplement remplir les champs obligatoires pour accéder à la vaccination. Et je vais vacciner avec... Donc voilà, j'ai une personne que j'ai vaccinée dans le cadre de la réponse à un début de cluster de Mpox. Et je ne vais pas vacciner moi-même, mais les gens avec qui je suis connecté via SORMAS, qui s'occupent de vaccination, ont vacciné cette personne. Quelque temps après, cette personne va déclarer, retourne voir son médecin ou son prestataire de santé et va déclarer va déclarer des effets secondaires. Là, à partir de SORMAS, donc j'ai suivi le trajet cas, contact, vaccination. Je suis maintenant dans la vaccination et dans cette vaccination, j'ai ce nouveau bouton qui permet de créer un nouvel effet secondaire sur lequel je clique. Et on arrive sur le nouveau module où en haut, on va voir plusieurs onglets, la liste des effets secondaires, ceux qui sont déjà rentrés dans la base. Donc, ceux-ci, c'est ceux qu'on a rentrés à des fins de test. Et à partir de là, si je vais directement sur le module effets secondaires, je vais avoir cette liste des effets secondaires qu'on peut filtrer. Je ne vais peut-être pas revenir là-dessus parce que c'est très habituel dans SORMAS. Et on va les filtrer de la façon dont on veut. On a un certain nombre de filtres, un grand nombre de filtres plutôt. Et voilà. Donc moi, je reviens sur ma partie vaccination et ma personne à vacciner. Je viens sur ma page MAPI. Donc là, je vous ai montré l'accès à la liste des effets secondaires. On a les immunisations sur l'onglet, la personne, comme d'habitude dans SORMAS, puisqu'il y a une personne derrière le cas ou le contact. Et maintenant, effets secondaires. Donc, effets secondaires, vous avez la partie centrale où vous allez avoir une liste de données qui vont être rentrées dans la base de données. Et sur la partie droite, quelques informations liées à la personne et à la vaccination. Donc, on a plusieurs champs à remplir.
Ces champs, d'une manière générale, suivent ce que l'on rapporte à l'OMS. Il y a un formulaire unique de reporting à l'OMS et ce sont ces données que l'on a mis là-dedans. Ça a trait à l'identification du patient, cela a trait aux vaccinations. On va choisir une vaccination éventuelle. Dans ce cas, je choisis le Jynneos, puisque c'est contre le Mpox. Il peut arriver que, notamment dans les stratégies avancées, qu'on vous rapporte un effet secondaire pour quelqu'un qui a subi plusieurs injections. Dans ce cas, vous ne savez pas exactement laquelle c'est au début. Donc ce champ ne sera pas obligatoire. Évidemment, on va rentrer les données sur l'effet secondaire, sur le MAPI lui-même. Donc convulsions, abcès, infection, céphalopathie, etc. Choc septique, thrombocytopénie, anaphylaxie, fièvre, etc., etc. Un champ libre qui permet de compléter ça. Le calendrier à partir duquel la date des symptômes et le classement des effets entre sérieux, ce qui déclenche l'apparition d'une liste déroulante. Vous allez mettre les raisons pour lesquelles il est considéré comme grave, donc parce que mortel, parce que potentiellement mortel, parce que ça entraînait une hospitalisation, une anomalie congénitale, etc. Le devenir du patient, il a récupéré avec des séquelles, il n'est pas guéri, on ne sait pas où il est mort. À ce moment-là, ça fait apparaître d'autres champs logiques avec des dates. Dans le cas d'un décès, une autopsie a-t-elle été pratiquée ou pas, ce qui est recommandé si on veut, peut-être plus dans le cas d'études prospectives, mais si on veut avoir de l'information. Ensuite, le niveau hiérarchique de prise de décision, une investigation est-elle nécessaire? Oui, non. Et ce qui se passe au niveau national, une validation avec des dates. Voilà. Donc, une investigation, on va dire dans ce cas-là qu'elle est nécessaire. Voilà. Alors, sur les MAPI, il y a un identifiant international unique qui est laissé à la décision des pays. Et puis, on a mis un champ pour éventuellement mettre des numéros d'identification nationaux ou régionaux si c'est nécessaire. Donc je vais aller vite et je remplis pas tout et c'est pas la bonne façon de procéder. Donc là, je viens de cliquer sur nouvelle investigation. Et là, on rentre dans la deuxième partie, qui est le formulaire qu'on va devoir envoyer à l'OMS. En tout cas, cette partie va être capable de produire le formulaire. Et là, on est donc, si je regarde ce qui se passe en haut, on a un nouvel onglet qui est apparu, c'est l'investigation lui-même. On rappelle ici en rouge que l'investigation, elle est pour des... En principe, ce sont des décisions sont des stratégies pays. En principe, on investigue les cas graves ou alors les clusters, les groupes de MAPI, les MAPI qui surviennent en groupe.
c'est ce qu'on fait en général. Mais un pays peut très bien choisir une stratégie différente, en particulier quand il s'agit de nouveaux vaccins. On peut abaisser le seuil de gravité ou oui, de gravité, de sévérité des MAPI déclarés. Donc, la première section, ce sont les détails de base. On a des listes déroulantes pour à peu près tout, parce que le formulaire est assez long. Les détails de base, en fait, ils sont, pour ce qui est lié à la personne, ils sont déjà rentrés dans la base via soit le cas, soit l'immunisation ou le contact. On va mettre un numéro de notification, la place de le site de vaccination, ça se passe dans un cabinet privé, ça se passe dans un centre de santé publique, ça s'est fait en routine, ça s'est fait lors d'une campagne de vaccination. Comme d'habitude, tout ce qui est en rouge ou avec une astérix est obligatoire. Donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs rapports, premier, intérim et intermédiaire et final éventuellement. Et à ce moment-là, je remplis. Donc, les détails sur le patient avant l'immunisation. Il y a tout ce qui est intéressant pour essayer de faire une analyse de causalité ou de non-causalité. Remplir. Parfois, donc ça, la première partie, c'est ce que je vous ai montré sur une diapo. Je suis en train de surveiller l'heure parce que là, je vois que ça tourne. Voilà, donc tous les détails nécessaires à l'investigation sont rentrés dans ce formulaire et avec un champ libre à la fin pour les observations. On va avoir une partie sur le statut lui-même de l'investigation et dans ce cas-là, elle est faite, elle n'est pas écartée. Je peux mettre des détails et enfin, je vais classifier, si je peux, le MAPI. Est-ce que c'est lié à la vaccination elle-même, la pratique de la vaccination, le programme de vaccination ou au vaccin? Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que je ne sais pas? Et à ce moment-là, une fois que tout ça est rempli, je peux produire des rapports, je peux exporter mes données ou je peux produire un formulaire, le formulaire qui va aller à l'OMS. Donc là, je n'ai pas rempli assez les champs obligatoires et je suis bloqué. Voilà. Donc, je pense que j'ai plus que dépassé le temps qui m'est imparti. Je m'excuse pour ça et je vais rendre la parole au docteur Candice en m'excusant. Je n'ai pas vu du tout passer le temps. Merci beaucoup, Dr. Christophe. Ceci nous amène à la fin de la démonstration. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Comme la session de questions-réponses ne fera pas partie de la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur notre plateforme communautaire. Le lien est partagé dans la section ci-dessous. Merci et à bientôt.